Dans 2 ans, l'un des 3 événements sportifs les plus populaires au monde, avec les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football, va se dérouler dans les Yvelines, à Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est la Ryder Cup. La Ryder Cup est une compétition qui oppose les meilleurs joueurs de golf européens aux meilleurs joueurs américains. Donc tous les regards du monde entier pendant 4 jours vont se tourner vers Paris, vers Versailles et vers Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà pourquoi nous allons vous proposer chaque mois un magazine réalisé en collaboration avec la Fédération française de golf qui s'adresse à tous ceux qui pratiquent ce sport et tous ceux qui veulent aussi le découvrir. Ça s'appelle Par 78. Au sommaire de cette émission, notre invité, le directeur du Golf National, Paul Armitage. La découverte, l'exclusive golf de Rochefort en Yvelines. L'interview, une légende du golf français, Jean Van de Velde. Matériel. Mais qu'est-ce que le fitting? Enfin, le truc des champions, le conseil de Karine Hicher. Tout de suite, l'invité d'honneur de ce numéro, le directeur du Golf National, Paul Armitage. Paul Armitage, bonjour et merci d'être le premier invité de Par 78. C'est super de m'inviter. Alors on est ravis, mais c'est vous qui nous accueillez puisqu'on est un peu chez vous, puisque vous êtes le directeur du Golf National. Et on est en train de filmer pendant le Trophée des légendes qui a lieu sur ce golf. C'est quoi le directeur d'un golf comme un golf prestigieux, qui est le plus prestigieux de France, où aura lieu la Ryder Cup, comme le Golf National? Ça consiste en quoi? Parce que les gens savent pas. Oui, c'est un métier où il faut connaître pas mal de métiers en fait. Il faut être un bon manager parce qu'il y a des équipes très différentes les uns des autres. Il y a des jardiniers, on a des vendeurs, on a des enseignants, on a différents types de métiers sur un golf. Donc il faut être un bon manager qui comprend les aléas du direct de chacun de ces métiers. Donc je pense que l'expérience aussi, c'est d'avoir touché un peu à chaque métier depuis. Oui, ça fait combien? 22 ans que ça fait 26 ans que je suis en France, 22 ans que vous travaillez dans le golf. Voilà, exactement. Donc c'est pas mal. Oui, exactement. Donc, direct. Bon, après, il faut composer avec une clientèle, plus par exemple des événements comme ceci, parce qu'on est sur l'équipement national, c'est la Fédération française de golf qui est propriétaire de l'équipement. Donc il y a à la fois une mission, je dirais, une mission sportive importante, et c'est tout à fait normal et louable et obligatoire, mais aussi une question de rentabilité. Alors évidemment, avec l'arrivée de la Ryder Cup en 2018, je suppose qu'il y a tout un tas de gens qui viennent du monde entier pour se tester sur ce parcours qui va être celui de la Ryder Cup. Nouvelle exigence depuis l'annonce que la France avait remporté la Ryder Cup mondialement connue, 3e événement médiatisé après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde du foot. Donc évidemment, on a des Anglais, des Américains, des Chinois, des Japonais, de tous horizons qui veulent venir jouer maintenant à nous, et c'est ça qui est dans notre stratégie actuellement, de changement, d'amélioration de notre accueil, d'être vraiment la vitrine de ce qui est de meilleur dans le golf français pour accueillir tout ce monde-là. Alors la Ryder Cup, il faut qu'on en parle un peu, c'est dans 2 ans. Oui. Mais vous êtes prêts déjà, c'est-à-dire que le parcours a été modifié. Oui. En tout cas, on n'est pas en retard sur le planning, sur le plan d'organisation. Il y a un rétro-planning? Absolument, absolument. Il y a un rétro-planning. C'est vrai que nos responsabilités, aussi bizarre que ça peut paraître, c'est plutôt ce qui se passe en dehors du parcours qui est important. Oui. Évidemment, on a fait des travaux pour accueillir l'événement, mais l'organisation sur site en 2018 sera faite par Ryder Cup Europe. La France a l'obligation, dans le cahier des charges, de rendre le site sûr, sécuriser, faire en sorte que la circulation soit optimisée, que les parkings existent pour le public, que les navettes des parkings, etc. existent. Le plan de transport, on va dire. Donc tout ce qui se passe en dehors du site est très important. Oui, l'enjeu, c'est presque tout ce qui est autour. Voilà, exactement. Parce que ça va accueillir en effet beaucoup de Et après, sur site, il y a un grand barnum qui arrive d'organisation en 2018. Un mot quand même sur votre parcours, pas de golf, mais parcours général. Alors, je ne sais pas si on l'a dit, mais vous êtes anglais. Oui, je suis 100% anglais. Anglais.
absolument. Né en Angleterre. Né en Angleterre, attiré quand même par la France, puisque vous êtes arrivé il y a 25 ans, quoi, à peu près. J'ai vécu en Angleterre jusqu'à l'âge de 21 ans. Donc j'ai fait mes études. Et puis pendant mes études, il y avait une possibilité de faire Erasmus. C'était la première année, en 1989 ou quelque chose comme ça. J'ai atterri à Dijon en Bourgogne, je suis retourné en Angleterre terminer mes études et puis après j'ai eu une offre d'emploi en France que j'ai acceptée parce que c'était sympa déjà de m'offrir un job parce que j'avais rien d'autre et depuis je suis plus reparti. Bon, Dijon, les études, et vous arrivez comment dans le golf? Alors j'étais déjà golfeur, bon j'adorais ça, passionné, amateur, aimant la compétition mais aussi aimant enseigner un petit peu même si j'avais pas les qualifications pour, mais de transférer un peu cette compétence à des enfants. Donc je donnais bénévolement un coup de main à l'école de golf dans un golf à Dijon. Ouais. Et c'est là où je me suis fait repérer, entre guillemets, et où il avait un poste de libre dans un golf à Dijon, un des golfs à Dijon que j'ai accepté. Et ça, tout simplement comme ça. Animateur, c'était animateur sportif. Ça a passé après animateur commercial, directeur adjoint. Après j'ai changé de golf pour devenir directeur. Et voilà, et je suis resté dans le golf. Vous êtes resté dans le domaine du golf jusqu'à ce qu'on vous propose le golf national. C'est une sorte de bâton de maréchal, non? Je ne pouvais pas ne pas essayer de candidater pour ce poste-là quand on voit mon parcours et aussi les enjeux de la Ryder Cup. Et quand on adore le golf, on adore la Ryder Cup. Mais aussi parce que je pense que l'équipement à 25 ans, comme toute entreprise, peut-être avait besoin aussi de se remettre en question, de changer des choses. Et ça me plaît aussi dans la vie professionnelle, c'est de mener le changement, d'avoir des idées, d'animer des équipes et sortir des choses un peu nouvelles. Pas rester dans la routine, quoi. Exactement. Alors, ce que je vous proposerai tout à l'heure, si vous voulez bien, parce que vous avez dit que vous jouiez au golf, vous jouez très bien, mais quand même, on fera vous taperez quelques balles et puis on fera analyser votre swing par un pro. Avec plaisir. D'accord ? Avec plaisir, oui. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Il est temps maintenant d'analyser le swing de Paul Armitage. On a demandé à Sébastien Russier de le faire. Vous êtes enseigné au Golf National, vous entraînez l'équipe première, vous connaissez tout sur le swing, donc c'est à vous de vous y coller. C'est quand même le directeur du Golf National, donc vous n'allez pas dire trop de mal, mais enfin vous allez dire ce qu'il faut dire, Sébastien. Il n'y a aucun problème. C'est à vous. Merci. Bonjour à tous, j'ai donc la charge d'analyser le swing de mon directeur Paul Armitage. Tout d'abord, on va situer le contexte. Voilà, Paul est un excellent joueur de golf qui joue depuis le plus jeune âge. Voilà, donc c'est toujours un petit peu délicat de modifier trop des swings de joueurs qui jouent depuis aussi longtemps. Voilà, excellent joueur qui est descendu à 2 d'index, qui est remonté à 3 parce qu'il a un tout petit peu moins de temps à consacrer simplement à la pratique de l'activité. Toutefois, au vu de ce que je peux observer au niveau de son swing, on peut constater en tout cas un déplacement latéral qu'on appelle du sway au golf, qui nuit un petit peu à la qualité de son contact, donc qui doit lui poser quelques problèmes pour avoir une production de distance régulière, également quelques problèmes de direction. Donc le travail que je préconiserais pour lui serait plutôt un travail sur le fait de rester beaucoup plus centré pendant sa prise d'élan, qu'on appelle le backswing, voilà, en lui permettant de sentir non pas qu'on va venir se déplacer complètement à droite, mais qu'on va justement venir simplement laisser un peu plus le bassin et le haut du corps, dans son cas, partir dans un mouvement de rotation, voilà, en évitant ce déplacement latéral qui mène justement dans une légère bascule. Voilà, dans le but d'améliorer la qualité de ses contacts, donc la régularité sur à la fois la direction, la production de la distance, afin qu'il arrive à mieux jouer. On va quitter quelques instants le Golf National pour aller visiter un des golfs les plus célèbres des Yvelines, l'Exclusive Golf de Rochefort en Yvelines. Le golf du mois, c'est l'Exclusive Golf de Rochefort et je suis avec sa directrice Christine Houck. Bonjour. Bonjour. C'est un magnifique golf, merci de nous y accueillir. Mais d'abord, un mot parce que ça intrigue tout le monde peut voir un monument, un château absolument exceptionnel qui domine toute la vallée, on le voit du péage de Saint-Arnoux. C'est ce château qui est, je crois, fait qui est une sorte de copie du musée de la Légion d'honneur qu'on peut voir à Paris. Alors, tout à fait. Racontez-nous l'histoire de ce château, qui l'a créé?
C'est un diamantaire autrichien qui l'a construit pour sa femme au début du siècle. Donc la construction s'est achevée en 1905. Et donc voilà, pour lui faire plaisir, pour faire des réceptions, pour faire plein de fêtes. Je disais le musée de la Légion d'honneur, mais il est 2 fois plus grand, je crois. Hein. Exactement, il est multiplié par 2 au niveau surface par rapport à l'hôtel de Salm. C'est évidemment ce qu'on regarde tous, qu'on voit de loin avant même d'apercevoir le golf. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ce château? Alors aujourd'hui, c'est un centre de séminaire et un golf. Le centre des séminaires dans le château? Dans le château. Et donc toute la partie basse est exploitée par le golf. C'est ça. Voilà. Donc voilà, maintenant on sait qu'il y a eu un mari généreux qui a, Exactement. qui a offert ça à sa femme. C'est une sorte de folie quand même, parce Oui, que c'est incroyable. C'est la folie des grandeurs du début des années 1900. Là, je crois que l'hôtel a 94 chambres, je crois. Voilà, 92 chambres et de nombreuses salles de séminaire. Et de nombreuses salles. Oui, c'est immense. Oui, tout à fait. Et évidemment, ça joue quand même dans la réputation du golf de Rochefort. Alors, oui, complètement. C'est vrai que avant, on voyait les volets fermés. Aujourd'hui, tout est ouvert. Donc, c'est vrai que ça attire du monde. C'est vrai que pendant longtemps, on avait l'impression que ce château, il était un peu à l'abandon quand même. Exactement. Il a été à l'abandon pendant, je dirais, 40-50 ans. Oui, c'est ça. Il n'y a fait. plus personne. Ouais. Voilà, ça faisait un peu château hanté, comme ça. On se demandait est-ce que quelqu'un vit là-dedans. Évidemment, ça donne un plus formidable le fait qu'il soit ouvert et qu'il soit exploité pour des séminaires professionnels. Alors, parlons un peu du golf. Le golf, il a aujourd'hui quoi, un peu plus de 50 ans? Il a un peu plus de 50 ans. On a fêté les 50 ans en 2014, puisqu'il a été construit en 1964 par Fred Autry. Fred Autry, qui est un Anglais, grand architecte de golf. Hein. Tout à fait. Donc construit dans la vallée de Chevreuse, sur du sable, donc un terrain praticable toute l'année. C'est ça, on ne s'enfonce pas quand il pleut, il n'y a pas trop de... Vous pouvez venir jouer en chaussures toute l'année à Rochefort-en-Yvelines. Rochefort-en-Yvelines. Donc 50 ans, ça fait voilà, c'est un golf qui a une histoire quoi, hein, voilà. Parmi les golfs français. Vous-même, vous en êtes la directrice depuis une quinzaine d'années à peu près, et donc ça fait 25 ans que je travaille ici. Alors, on va pas donner tous les propriétaires qui se sont succédés, mais c'est vrai qu'il a appartenu à des Japonais. À des sociétés différentes, oui, il y a des Japonais. Il y a eu des Japonais, Shizan jusqu'en 2001. Ensuite, Patrick Boilart avec la société Albatros pendant 10 ans, jusqu'à 2011. Et aujourd'hui, donc voilà, le golf est géré par YouGolf, mais il appartient à la société Foncia. La société foncière. Et quand vous dites qu'il est géré par la société YouGolf, YouGolf possède un certain nombre de golfs ou gère un certain nombre de golfs? Gère une cinquantaine de golfs en France. En France. Et ça veut dire que les gens qui adhèrent à Rochefort peuvent aussi aller jouer, ont des facilités en tout cas pour aller jouer dans les autres golfs. Notre cotisation exclusive France entière nous permet de jouer sur plus de 50 golfs en France et des golfs à l'étranger en plus. Vous avez des réductions à l'étranger. Jusqu'à 50%. C'est plutôt bien pour les adhérents. On visite le parcours, évidemment, il y a des arbres absolument fantastiques. C'est un des attraits aussi de ce golf, c'est qu'il y a très différents. Tout à fait. Il y a quoi? Il y a de tout, hein, à peu près quand même. Il y a des chênes, il y a des bouleaux, il y a des cerisiers. Puisqu'on avait des Japonais, donc les Japonais nous ont amené des cerisiers. On a des cerisiers sur le parcours. On a plein d'espèces. Et puis il y a une chose qui est assez exceptionnelle, enfin en tout cas on ne la voit pas partout. C'est vrai que c'est un golf qui monte et qui descend beaucoup, hein. Il n'est pas plat partout. Tout à fait, il est vallonné. Il est assez vallonné. Et donc il y a une sorte de tire-fesse. Oui. Alors c'est vrai que c'est un des rares golfs à avoir ce genre de système. Donc comme au ski, en fait, vous avez un remonte-pente pour remonter au 18 et au trou numéro 9, si vous voulez vous arrêter au 9. Merci infiniment de tous ces renseignements. Et donc, de toute façon, il y a un site internet. Oui, exactement. Donc, si on veut, sur lequel il y a absolument tout sur les tarifs, les abonnements, etc. Merci beaucoup, Christine. Merci à vous, Patrice.
On va profiter de sa présence au Golf National pour le Trophée des légendes pour retrouver justement une légende du golf français, Jean Van de Velde. Jean Van de Velde, merci de nous accorder cette interview. Vous êtes au Trophée des légendes. Vous venez d'accéder au Senior Tour. Vous êtes un tout jeune senior. Vous avez à peine 50 ans. Vous êtes à la limite. Qu'est-ce que ça change là, quand on a 50 ans? Vous jouez toujours aussi bien, quoi. On ne voit pas la différence. Non, malheureusement pas aussi bien. Peut-être moins de puissance aussi, mais bon, la différence, c'est que bien évidemment la pression n'est pas la même. On joue sur 3 tours, sur 3 jours ici. Il n'y a pas de cut. Sur le circuit, on le sait, sur les circuits conventionnels. Il y a un cut après 2 tours, la moitié partent. Donc c'est pas du tout la même pression, c'est pas du tout non plus, je veux dire, au niveau de la compétitivité, ça reste très compétitif. Les gens, bien évidemment, veulent, les joueurs et notamment tous les joueurs veulent... Il faut essayer de gagner. Bien sûr, on est là pour ça. Donc à ce niveau-là, l'engagement reste le même, mais c'est vrai que si ça se passe moins bien, c'est pas la fin du monde. C'est moins grave, voilà. Il y a moins de pression et donc du coup peut-être qu'on joue plus décontracté et peut-être mieux, non? Je ne sais pas si on joue plus décontracté, je me demande. Ce qui est sûr, c'est que tout dépend du niveau d'intensité, mais il y a des moments où, oui, si ça se passe pas bien, on se dit, bon, mais maintenant, vas-y, relaxe-toi un petit peu, on est moins tendu ou stressé par l'enjeu peut-être, mais si vous êtes aux avant-postes, je pense que ça vous donne quelques petits papillons dans l'estomac. C'est vrai. Et puis, je pense qu'il y a aussi un plaisir de vous retrouver avec tous les joueurs avec qui vous avez joué tous les grands tournois. Absolument, oui. Le bon côté, on va dire, de jouer sur le circuit des plus âgés, c'est que vous ne confrontez pas les jeunes de 20 ans ou de 25 ans. Vous avez fait ça tout au long de votre carrière, et puis d'autres à plein de reprises. Et puis là, vous retrouvez ceux avec qui vous avez joué pendant 15 ans, 20 ans. Et ça, c'est bien sympa aussi. Alors, vous avez été un des acteurs de la candidature française à la Ryder Cup et qui a remporté cette Ryder Cup. Quel est le souvenir comme ça? Il y a eu aussi là une tension, un peu comme quand on joue pour savoir qui va gagner. Ce qui est sûr, c'est que oui, vous donnez beaucoup d'énergie pour essayer de l'emporter, ça c'est clair. Je veux dire, tout le monde, que ce soit le comité d'organisation français avec à sa tête Pascal, mais tout le monde a... Pascal Grisot, excusez-moi, tout le monde a œuvré dans ce sens-là. Ce qui est sûr, c'est que bien évidemment, je connais au même titre que d'autres joueurs très, très bien le sujet, puisque j'ai passé 16 ans au conseil d'administration de la société Ryder Cup européenne. Donc il est clair que oui, ça a été un travail de longue haleine, ça a été... Et puis je pense que sur une initiative aussi fédérale, l'engouement s'est fait derrière. Et puis on l'a emporté parce que d'abord on a un parcours exceptionnel, mais on s'appuie aussi sur un tournoi exceptionnel qui est l'Open de France. Et sans certains ingrédients comme celui-là, ça compte énormément dans la balance. Donc nous sommes tous très fiers de savoir que la Ryder vient dans 2 ans. Alors vous avez évidemment beaucoup de grands souvenirs de votre carrière, mais vous avez été un des membres de l'équipe de la Ryder Cup. Est-ce que c'est parce que alors c'est pas tout à fait la même chose, c'est là on est en équipe, on est contre les Américains. Est-ce que c'est un des plus beaux souvenirs de votre carrière écoutez, c'est un grand moment, ça c'est indéniable. Ce qui est sûr, c'est que vous jouez devant 70 000, 55 000, 60 000 personnes, 65, peu importe le chiffre. Vous représentez non seulement votre pays, mais l'Europe, votre continent, plus les îles britanniques. Vous n'êtes qu'une douzaine à jouer dans chaque équipe. Vous jouez contre les Américains, mais c'est vraiment le circuit européen qui s'affronte au PGA Tour. Donc oui, c'est quelque chose de très spécial. Ça se joue tous les 2 ans, il n'y a pas beaucoup d'élus qui la jouent. Donc ça reste un des grands moments, un grand souvenir de ma carrière. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis on vous souhaite alors tout le bonheur possible sur ce Senior Tour. Vous êtes le junior du Senior Tour. C'est ça, je suis le petit jeune. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Et maintenant, nous nous retrouvons pour notre séquence technique. Qu'est-ce que le fitting ? Raphaël Alipré, bonjour. Vous êtes le directeur du développement et le responsable du centre de fitting et du fitting du Golf National. Nous sommes d'ailleurs au centre de fitting. Ça fait combien de temps, une dizaine d'années que vous vous intéressez au fitting, vous faites du fitting? Tout à fait. En fait, le centre a officiellement ouvert en 2007, même si auparavant on avait déjà eu des expériences de conseil de club pour nos clients. Donc 10e année entamée déjà. Le centre de fitting ici donc appartient à la Fédération française de golf puisque le Golf National en fait partie.
Alors, qu'est-ce que c'est le fitting, tout simplement? Alors le fitting, ça va être le fait de pouvoir conseiller un joueur sur son choix de club pour qu'il ait des clubs appropriés pour pouvoir améliorer sa régularité. Et ce, par deux aspects, je dirais, majeurs. Ça va être par rapport à la morphologie déjà. D'une part, on est tous différents en taille, en longueur de bras, taille de main. Et également par la dynamique. Il y a des joueurs qui ont des swings plus ou moins rapides. Donc on a des outils d'analyse pour pouvoir vraiment conseiller le joueur sur son club idéal et pouvoir améliorer son jeu. Mais ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des marques qui font des clubs, etc. Mais ça veut dire qu'on peut modifier le club en fonction de la morphologie, en fonction du swing, en fonction du jeu? Tout à fait. En fait, nous ici, on travaille avec plusieurs marques. On n'est pas monobrand. On a 5 ou 6 marques qui sont présentes sur le centre. Toutes ces marques proposent aujourd'hui, sans qu'il y ait de surcoût, parce que ça peut souvent être un frein. On a peur, on parle de sur mesure, ça fait peur. Un club qu'on va commander avec une longueur différente ou un angle différent, un grip différent en taille, va être au même tarif qu'un club standard dans une boutique. Donc nous, notre cœur de métier, c'est d'analyser ça, de passer la commande après. La marque, elle va fabriquer les clubs pour vous et sous 5 à 10 jours maximum, les clubs arrivent à vos mesures. Et sans surcoût. Et alors, ça s'adresse à qui? Est-ce que ça s'adresse qu'aux bons joueurs ou est-ce que même les gens qui commencent le golf, qui sont un peu débutants, ils peuvent s'adresser au fitting et à vous et faire du fitting? Je dirais que ça peut s'adresser à tout type de golfeur. Un golfeur débutant qui n'aura pas les bons outils va se compliquer la tâche dans sa progression. Dès le début, si on prend les bonnes cannes, entre guillemets, on peut quand même avoir plus de régularité. Après, ce qui va être vrai, c'est qu'on va avoir un discours un petit peu différent entre un joueur de très haut niveau, où les détails de réglage vont être très pointus, par rapport à un joueur plus débutant, où on est là aussi pour un conseil de choix de club. On a droit à 14 clubs dans un sac, on n'a pas forcément besoin de 14 clubs dès le départ. Donc nous, on va pouvoir aider le joueur dans sa progression et dans sa vie de golfeur. Donc il ne faut pas avoir peur, même si on est un peu débutant, de venir vous voir. Exactement. Donc ici, on prend un club spécifique pour le lie. Il n'est pas commercialisé, c'est un club qui est très plat. On positionne en dessous un stickers et du coup, après, on pourra savoir comment passe ce club au moment de l'impact. Si je prends la moyenne de tous ces coups qui ont râpé là, on arrive sur un réglage de 2 degrés, donc de lie. On est sur 3 en mesure, on est un peu moins dynamique. Donc c'est ce lie-là qu'on va prendre en compte pour le choix de ton futur club. On va regarder quelques coups, les analyser au Trackman et comparer avec un club d'une autre marque pour voir un petit peu sur quel rendement on peut avoir et lequel sera le plus approprié. On a ta moyenne de vitesse, d'accord, qu'on avait déjà vu au préalable, donc belle vitesse. Ici la vitesse de la balle maintenant, après la vitesse du club. Angle de décollage, et du coup on peut vraiment analyser tout ce qu'il te faut. Donc là on s'aperçoit que la vitesse est bonne, on peut améliorer un petit peu la hauteur, d'accord, sur certains coups. Donc peut-être une tête qui permette sur un coup décentré de garder un peu de hauteur serait un peu plus approprié. Mais merci beaucoup Raphaël Alipré, je crois qu'on a appris avec vous ce qu'était le fitting. Voilà. Et puis encore une fois, même si vous n'êtes pas un joueur aussi bon que celui qu'on a vu, vous pouvez venir, ça fait du bien, quoi. Tout à fait, on est le golf de tous les golfeurs, donc tout le monde peut venir et avec plaisir on pourra rentrer un peu plus en détail sur certains points techniques à l'avenir si vous le souhaitez. Donc Karine, j'ai fait un excellent drive, je suis légèrement à droite et pourtant j'ai ces arbres devant moi, je ne peux pas atteindre le green directement. Je me demande si je dois passer en dessous, si je dois passer au-dessus. Tu peux m'aider dans mon choix? Bien sûr, je vais t'aider, mais avant, arrête de faire du slice, Patrice. Va voir ton pro dans ton club. Ils sont durs, hein. Bon, 2 options. Au-dessus ou en dessous? T'es d'accord? Ouais, c'est ça. Maintenant, on va pas commencer par au-dessus. Quel club tu choisirais? J'hésite. 8, 9. 8, 9. Wedge. Alors moi j'ai une astuce. Je vais prendre par exemple un pitchy wedge. Je vais mettre le club, la face de club en face de la balle et le manche vers l'obstacle. Ok? Là j'appuie sur ma face de club et je la mets bien à plat. Et normalement, l'angle qu'a mon manche, le club, le manche de mon club, sera l'angle de décollage de la balle. Donc là, tu vois que effectivement un pitch peut passer. Peut-être un fer 9 pourrait passer. Mais un fer 8, je crois que ça passe pas. Non. Et ça marche aussi pour en dessous? Alors pour en dessous, de la même façon, par exemple là, on n'a pas vraiment de choix. On va prendre un club beaucoup plus fermé, donc un fer 5. Et je mets la face de club en face de la balle. J'appuie avec mon pied sur la face du club
Et là, je vois que si ça peut passer, C'est limite. c'est limite, mais alors il faut respecter les bases d'une balle basse et aussi d'une balle haute si on veut passer au-dessus de l'arbre. D'accord, donc c'est peut-être 4 et c'est sûr que c'est wedge. Donc wedge pour passer au-dessus, faire 4 pour passer en dessous. On essaye? Allez, super, merci. On essaye. Alors j'ai décidé de prendre un wedge, un pitching wedge, pour essayer de passer au-dessus. Donc je recommence, je vérifie bien si l'angle de décollage de ma balle peut passer au-dessus de l'arbre. Vu d'ici, je pense que oui. Donc on va essayer. Donc pour passer au-dessus, évidemment, c'est une balle haute. Donc respectons les principes d'une balle haute, c'est-à-dire balle sur le pied gauche, dans le stance. Poids légèrement sur la jambe droite, de façon à avoir vraiment l'intention de lever la balle. Et à la limite, on peut aussi ouvrir un tout petit peu la face de club, qui donnera de toute façon un peu plus de hauteur à la balle. Ça passe, superbe. Ça passe. Donc cette astuce vous permettra peut-être de gagner quelques mètres supplémentaires et de sauver le par. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Par 78.